Tout le monde sur le pont, chacun à son poste. Oui. On y va. En avant toutes. Bonjour. Alors pour Berdère aujourd'hui, j'ai choisi moi 2 histoires de trésors, parce que Berdère est un trésor, donc je me suis dit que ça allait bien avec. Une histoire qui s'est passée, vous entendez avec le... Une histoire qui s'est passée il y a très longtemps, à l'époque, Berdère appartenait à une demoiselle Dubreuil. Et en face du Gois, il y avait une petite maison carrée, sur un jardin carré, qui appartenait à un pêcheur qui s'appelait Yann. Yann, c'était un pauvre homme. Il était simplement pêcheur, il avait une femme, 3 enfants, il habitait une petite maison tordue, fendue, bossue, ventrue, avec un toit de chaume. Et dans un coin de son jardin, il y avait un vieux chêne. Vieux chêne lui-même tordu et fendu. Yann, tous les matins, il prenait son filet, il poussait sa barque sur le golfe et il partait à la pêche en espérant chaque jour faire une pêche miraculeuse. Il jetait ses filets en disant « Je jette mes filets sur ma chance, je jette mes filets sur ma chance ». Mais à chaque fois qu'il les remontait, c'était des tout petits poissons, comme on dit, du menu fretin. Alors il allait les vendre au port pour quelques piécettes et il achetait avec ça du pain noir, le pain de la misère. Et il ramenait ça à la maison pour nourrir sa femme et ses enfants. Mais à chaque fois qu'il faisait beau, il fait souvent beau dans le Morbihan, il allait faire la sieste sous son grand chêne, en mettant la tête sur la plus grosse des racines. Et depuis quelque temps, il faisait toujours le même rêve, un rêve récurrent, permanent. Il allait à Nantes, la grande ville, et là, une voix lui disait « Va sur le vieux pont de pierre de Nantes, ta fortune t'y attend. » Bon. Il faisait son rêve, il se réveillait et puis repartait à ses occupations. Mais tous les jours, le même rêve revenait, tous les jours, la même voix lui disait « Va sur le vieux pont de pierre à Nantes, la fortune t'y attend. » Alors au bout d'un moment, il en a parlé à sa femme. Elles sont toujours de bons conseils. Oh, je vois bien. Elle a dit « Mais mon ami, il faut vivre ses rêves. » Alors elle a été chercher une petite bourse dans laquelle il y avait 5 petites pièces d'argent. Elle lui a dit, c'est toutes nos économies, vas-y, vis ton rêve, va à Nantes sur le vieux pont de pierre. Eh bien, il a écouté sa femme. Il est parti. Mais c'était loin, à pied, Nantes. Hein. Il a mis du temps. Et rien ne lui a été épargné sur son voyage. Ni le vent, la pluie, le froid, la neige, même la morsure des chiens. Mais il a continué. Parce qu'à chaque somme, à chaque sommeil, à chaque sieste, il faisait toujours le même rêve, et la même phrase revenait « Va sur le vieux pont de Nantes, la fortune t'y attend ». Et un jour, un matin parmi la brume, il a vu la ville de Nantes. Il a reconnu le vieux pont de pierre. Alors il s'est précipité,
Il s'est mis au milieu du pont, et puis il a arrêté tous les passants en leur disant « C'est vous ma fortune? C'est vous ma fortune? C'est vous ?» Vous imaginez la tête des gens. Au départ, ils l'ont repoussé gentiment, ils lui ont souri. Mais au bout d'un moment, on l'a repoussé plus violemment. On lui a craché au visage, on l'a même frappé, on l'a injurié. Qu'est-ce qu'il faisait là, cet homme sur ce pont? La nuit venue, eh bien, il s'est couché dans un coin du pont. Il s'est dit peut-être que dans mon rêve, on va m'indiquer où est ma fortune. Mais là, 2 gendarmes, comme il existait déjà, sont arrivés. Ils l'ont bousculé, réveillé, secoué. Tu ne sais pas que tu n'as pas le droit de dormir sur un pont, délit de vagabondage. Allez en prison, on l'a jeté dans une cellule. Il était tout seul, personne ne venait le visiter, même pas la fille du geôlier. C'est une petite référence. Et le lendemain, on l'a présenté devant le juge. Et le juge lui a dit, mais je ne comprends pas, Yann. Tu viens de très loin, tu as un métier, tu as une femme, tu as des enfants, et on te retrouve à faire le vagabond sur un vieux pont de pierre à Nantes. Qu'est-ce qui t'arrive? Et Yann a tout raconté. Comment il avait cru en son rêve. Et là, le juge a éclaté de rire, mais il lui a dit, mon pauvre Yann, tu es vraiment qu'un naïf. Tu ne sais pas que les songes ne sont que des mensonges, des fantaisies. Il ne faut jamais croire à tout ça, enfin. Écoute, moi qui suis juge, très souvent, j'écoute les avocats. Mais au bout d'un moment, ils me saoulent, je m'endors. Eh bien, depuis quelque temps, si tu savais, je fais toujours le même rêve, moi aussi. Hein, comme toi, je fais un rêve. Je rêve que quelque part, il y a une petite maison carrée, fendue, ventrue, bossue, avec un toit de chaume, et que dans un coin, à côté de la maison, il y a un vieux chêne. Et le rêve me dit, va chercher cette maison. Si tu creuses sous la plus grosse racine de ce chêne, tu trouveras un trésor. Et tu crois, moi, Yann, que je vais me mettre à chercher la maison comme ça parce que je l'ai vue en rêve? Mon pauvre vieux, je te plains d'avoir cru en ton rêve. Écoute, je ne vais pas être méchant avec toi, je te condamne à simplement 2 pièces d'argent d'amende. Oh Yann, il a donné ces 2 pièces, il s'est mis à genoux et il a remercié le juge. C'est la première fois qu'un juge était remercié pour avoir donné un jugement. Et puis Yann, eh ben, il a fait le chemin retour. Il a mis du temps, mais arrivé chez lui, la première chose qu'il a faite, c'est de ne pas prendre ses filets, ce n'est pas de mettre sa barque sur le golfe, mais c'est d'aller chercher une bêche et une pioche. Et il a creusé. Il a creusé sous la plus grosse racine de son chêne. Et s'il y a une chose que je peux vous souhaiter, c'est de trouver le même trésor que celui qu'il a trouvé. Il y a un proverbe breton qui dit qu'il faut parfois partir bien loin pour trouver ce que l'on a sous ses pieds. Mon histoire est terminée. Merci. Au boulot. Allez, Émile. Ah oui, c'est ça. Il a raconté une
l'affaire n'est pas close. Bien sûr, des bonnes étapes ont été franchies. Vous le savez, je sais votre attachement à tous à cette île et à son actualité, donc je ne vais pas refaire le film, mais Berders est maintenant dans sa totalité classé comme espace naturel remarquable du littoral, ce qui interdit toute perspective d'opération immobilière, quelle qu'elle soit. Ça, nous le devons à nous tous, aux associations qui ont mené le combat juridique, à celles au pluriel qui ont mené le combat médiatique, le combat populaire, le combat de la connaissance autour de ce dossier. Et cette alchimie-là a fait que, et aussi à la justice, parce que finalement, nous ne pouvons oublier qu'il existe encore un peu une justice dans ce pays. C'est pas toujours évident. J'attire votre attention par exemple sur le fait que la justice, dans ses derniers jugements, n'a octroyé aucun sou aux associations qui ont mené la bataille. C'est-à-dire que les frais dits irrépétibles qui devraient être à la charge des perdants et au profit des gagnants sont systématiquement évincés du débat, et les associations ont des ardoises lourdes. Et c'est pour ça, j'insiste, adhérer à Berders Ensemble. On a besoin d'argent pour continuer cette bataille. Mais bon, il y a une belle étape qui est franchie. Berders est maintenant bien protégé par la réglementation française. Mais c'est là où j'attire l'attention de tous. Ça n'en fait pas pour autant un espace public. Berders reste une propriété privée du groupe Giboire. Et même si le groupe Giboire n'y fera pas d'opération immobilière, eh bien, la mise en vente n'est pas encore annoncée. Et pourquoi? Eh bien, on ne sait pas très bien. Est-ce que ils ont l'impression qu'un jour, la réglementation pourrait évoluer, qu'un jour, les choses pourraient s'arranger pour eux? Très franchement, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est assez absurde de voir cette attitude-là. Et alors, c'est pour ça que nous, à Berders Ensemble, on a décidé de ne pas rester l'arme au pied, de ne pas attendre. Et donc on a construit avec sûrement beaucoup d'entre vous, je reconnais des visages, une préfiguration des possibles à Berders. Finalement, ne restons pas immobiles, on est tous attachés à cet endroit, et il est possible ici d'y faire beaucoup de choses dans l'avenir, quand l'île sera restituée à l'usage public, quel que soit le montage. Et c'est pour ça que nous sommes en train de construire un livre blanc des possibles à Berders. On a déjà eu des réunions de travail, on est en train de dérouler les ficelles, de dérouler des fils de la créativité de chacun pour explorer l'agriculture, le sport, la culture, le plaisir, la méditation, etc., etc. Tout ce qui peut être fait dans cet endroit prodigieux, dans ces 23 hectares, eh bien, on va bientôt le publier sous la forme d'un livre blanc pour que chacun puisse s'emparer de cet avenir de Berders, et espérons que ça fasse bouger le propriétaire actuel. Voilà où nous en sommes. Je ne vais pas être plus long que ça parce que c'est pas l'objet. Ici, on est là pour ressentir à la fois la beauté de Berders et écouter les magiciennes et les magiciens. Donc merci beaucoup à eux, merci aux musiciens, merci à tous, et on a encore 50% de la balade à faire, je crois. Bel après-midi à tous. Merci. Et elle voudrait manger du poisson. Alors il a tiré sa barque, il est allé au large, il a lancé son épervier, son grand filet qui tombe comme un collier de perles dans l'eau. Quand il a sorti de l'eau, il y avait un poisson, mais un poisson si grand, il n'en a jamais vu de si grand, si beau.
Il l'a mis au fond de sa barque. Le poisson le regardait. Puis le poisson lui a parlé, il lui a dit « Homme, quand je serai mort, tu donneras ma chair à ta femme, mon cœur à ta jument, mes entrailles, donne-les à ta chienne, promets l'homme. » Oui, il a promis. Il a promis, il a ramené sa barque. Il a ramené ce poisson. Elle a mangé la chair. La chienne a mangé les entrailles et la jument, le cœur. Et le temps, il a fait ce qu'il sait faire. Hein. Il a passé. Le temps a passé et un jour, la femme a mis au monde 2 garçons, semblables, identiques en tout point. La chienne, 2 chiots, semblables, identiques en tout point. Et la jument, 2 poulains, semblables, identiques en tout point. L'homme était heureux. Chaque garçon aurait son cheval. Chaque garçon aurait son chien. Et les garçons ont grandi. Semblables, identiques en tout point. Pas tout à fait. Il y en avait un qui voulait toujours aller voir après le champ, derrière la colline, et puis un peu plus loin là-bas. Alors celui-là, un jour, il a pris son cheval, il a chargé son cheval, il a pris son chien, il a laissé là ses vieux parents. Mais avant de partir à travers le monde, il a donné à son frère un petit couteau. Il lui a dit chaque jour tu iras sur le laurier qui est au fond du jardin. Avec les canifs, tu effleureras l'écorce. Si l'écorce coule clair, je suis vivant. Si elle coule rouge, rouge sang, je suis mort. Et il est parti sur les routes du monde. Il a traversé des forêts, il a franchi des collines, il a escaladé des cols. Et un jour, il est arrivé sur une allée empierrée, bordée de chênes énormes, si haut qu'il cachait la voûte du ciel. Sur le chemin, les pas de son cheval résonnaient. Le chemin pierré était long, long. Et au bout, une grande porte en bois. Il a frappé. On lui a ouvert. Un château. Un château. Des hommes, des femmes. On cherchait un palefrenier. Oh, il s'y connaissait en chevaux, alors il a pris le poste et il a travaillé aux écuries. Et le Seigneur l'a remarqué, il était courageux, il travaillait bien et fort. Mais la demoiselle du château l'a remarqué aussi. Il était grand, il était beau, il était fort. Au bout d'1 an, on les a mariés. Il a quitté les écuries, il est venu s'installer au château. Et la vie a été douce, il passait son temps à se promener avec la demoiselle à droite, à gauche. La vie était belle avec sa femme. Et un jour, ils sont passés devant un mur aveugle avec une petite porte en bois. Pourquoi ne franchit-on pas cette petite porte? Mon ami, tu sais bien, derrière cette porte, il y a des scorpions, des serpents venimeux, des crapauds pustuleux. Si tu passes cette porte, tu meurs. Jamais il ne faut franchir cette porte. Oh, il avait écouté ce qu'elle avait dit. Mais lui, il n'avait qu'une envie. C'était de frapper à la porte, c'était de franchir la porte. Alors un jour, il a pris son cheval, il a pris son chien. Il est allé frapper à la porte. Il était seul. Une vieille lui a ouvert. Viens, viens, rentre. Viens voir mes belles choses. Viens, viens voir mon moulin à rasoir. Disant cela, elle a tiré 2 cheveux, elle les a lancés, a soufflé dessus et une chaîne s'est accrochée de chaque côté de la grande entrée du château qu'il y avait là. Attache ton cheval, attache ton chien, viens, suis-moi. Viens voir mon moulin à rasoir. Il a attaché son chien qui a grogné. Il a attaché son cheval qui a joué du sabot. Viens, suis-moi, viens voir mon moulin à rasoir. Viens, regarde, regarde, regarde. Penche-toi, mon ami, penche-toi. Vas-y, penche-toi. Elle l'a poussé. Il a été écrasé, menu râpé comme de la sciure de bois. Le frère, à la maison, est allé tous les jours avec son petit couteau. Jusqu'à maintenant, l'écorce coulait claire, mais ce jour-là, la sève a coulé rouge. Rouge sang. Il a su que son frère était mort. Il a laissé là ses vieux parents. Il a pris son cheval et son chien. Il devait savoir pourquoi son frère était... Où était son frère? Son frère. Il est parti vers le vaste monde. Il a franchi des forêts, des collines, escaladé l'école. Il est arrivé dans une allée d'allées.
bordé d'arbres, chênes, avec la voûte du ciel. Les pas de son cheval résonnaient. Au bout de l'allée, une grande porte en bois. Il a frappé. On lui a ouvert. Il était revenu. Il était revenu, il était là. Le jeune homme était là. Mademoiselle, descendez, votre mari est là, descendez. Elle l'a reconnu, c'était lui. Oui, c'était sûr, c'était lui. Elle a voulu le prendre dans ses bras, mais il s'est reculé. Non, je suis fatiguée. Tu as fait quoi? Je me suis perdue. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Il y a eu un festin. Il n'a pas mangé. Il n'a pas bu. Elle l'a questionné. Alors tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait? Où étais-tu? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je suis fatiguée. Je ne sais pas. Elle l'a monté dans sa chambre et lui, au mi-temps du lit, a mis son épée nue. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je suis fatiguée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle l'a laissé. Le lendemain, ils sont allés se promener. Ils ont pris le cheval, ils sont allés par les chemins. Ils sont passés devant le mur aveugle avec la petite porte en bois. Pourquoi ne franchit-on pas cette porte? Mais je te l'ai déjà expliqué, derrière il y a des scorpions, des serpents. Faut pas franchir la porte. Il a su que son frère avait franchi cette porte. Alors dès qu'il a plu, il a laissé la demoiselle au château. Il a pris son cheval et son chien. Il a frappé à la porte. Et la vieille lui a ouvert. Viens, viens, je t'attendais, viens voir mes jolies os. Viens voir, 2 cheveux. Lui a soufflé sur le cheveu. 2 serpents sont partis. Il a vu le cheval de son frère, maigre. Le cheval de son frère, le chien, que les os sur la peau. Il a su que son frère était là. Il l'a su. Il a suivi la vieille. Viens, viens voir mon moulin rasoir, viens. Regarde, penche-toi, penche-toi. Montre-moi la vieille, comment faut-il se pencher? Et la vieille lui a montré, elle s'est penchée. Il l'a poussée, elle a été écrasée menue comme de la sciure de bois. Alors lui, il fallait qu'il trouve son frère. Où était son frère? Il est rentré dans ce château, immense, si grand, si vaste, avec des escaliers, des couloirs, des escaliers, et des couloirs et des portes, et des escaliers, et des couloirs et des portes. Là, dans un couloir, assis sur son arrière-train, il s'est trouvé face à face avec une renarde blanche, avec 2 yeux bleus. La renarde le regardait. « Que fais-tu là, jeune homme, que fais-tu là ?»« Je cherche mon frère. »« Qu'as-tu fait de la vieille ?»« Oh, la vieille, je l'ai poussée dans le moulin à rasoir. Elle a été écrasée menue comme de la sciure de bois. »« Alors, la vieille est morte ?»« Oui, 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 la vieille est morte. » Et là, devant lui, la renarde. Ce n'était plus une renarde, c'était une jolie femme, grande, avec des yeux bleus lumineux. La renarde, la vieille femme est morte, la sorcière est morte, elle me tenait sous son charme. Depuis combien d'années? Depuis tant d'années, je suis délivrée. Et mon frère, où est mon frère? Ah, ton frère. J'ai récupéré sang, os, chair. Et avec l'eau de vie que nous allons trouver dans l'antre de la vieille, nous lui redonnerons la vie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Sur les os, la chair et le sang, ils ont versé l'eau de vie. Et là, il s'est réveillé, il s'est tiré son frère. Ils se sont regardés. Ils se sont expliqués. La jeune fille, aux yeux bleus, était étonnée. 2 frères identiques, semblables en tout point. Ils ont sorti du château. Ils ont pris les chevaux, les chiens. Ils sont retournés voir la demoiselle avec le Seigneur. Oh, il a fallu lui expliquer. Elle ne comprenait pas très bien. Voyons, 2 frères identiques, semblables en tout point. Non, pas tout à fait, pas tout à fait. 2 jeunes filles. Ah, il y a eu un mariage. La demoiselle aux yeux bleus et le jeune homme venu de chez ses parents se sont mariés. Il y a eu la fête pendant 8 jours, 10 jours, 15 jours, je ne sais plus. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Il était une fois où il n'était pas. Allez savoir.
côté du marais de Penentoul, que vous devez connaître sur l'Armor, il y a un endroit, un carrefour avec une petite fontaine et 3 chemins. On l'a trop vite oublié, mais ce carrefour s'est longtemps appelé le carrefour du coffre maudit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes en 1780, un peu avant la Révolution française. Et au manoir de Kergonano, sur la paroisse de Baden, il y a un comte. Il s'appelle le comte de Giboire. C'est comme ça. Vous savez, les conteurs sont des menteurs, mais qui disent souvent la vérité. Et le comte de Giboire possède 99 fermes. Alors pourquoi pas 100? Parce que s'il en avait 100, il devrait fournir des hommes d'armes au roi de France et il ne le veut pas. Et évidemment, tous les mois, il veut recevoir ses taxes et ses redevances de ses 99 fermes. Alors il envoie son trésorier avec 2 hommes d'armes sur une charrette avec un grand coffre qui au départ est vide évidemment. Il leur faut 2 jours pour faire le tour des 99 fermes. Évidemment, le coffre se remplit, se remplit, se remplit. Et un jour, alors qu'il rentrait au manoir de Kergonano, en passant juste à côté du marais de Penentoul, la charrette a été attaquée par 2 brigands qui n'ont pas fait de quartier. Ils ont tué les 2 hommes d'armes et le trésorier. Et ils ont pris le coffre. Et ils l'ont caché dans un endroit que seuls connaissaient, dans la forêt, juste à côté du marais. Et puis ensuite, pour fêter leurs méfaits, ils sont partis dans une taverne sur la paroisse de Baderne. Et là, évidemment, ils ont fait la fête. Mais vous savez ce que c'est quand on boit? On parle. Parfois. Ils se sont vantés. C'est arrivé aux oreilles du comte, qui les a fait arrêter, qui les a soumis à la torture pour les faire parler. Mais ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit où le coffre était caché. Il les a fait pendre à la branche d'un chêne. Depuis ce jour-là, le carrefour s'est appelé le carrefour du coffre maudit. 5 personnes avaient déjà perdu la vie. 1880, 100 ans après, passent par la paroisse de Baden 3 journaliers, Loïc, Pierrick et Yvon. Ils louent leurs bras chaque jour dans les fermes et ce jour-là, ils passaient par Baden pour se rendre du côté de Séné. Ils s'arrêtent dans l'auberge où les 2 brigands avaient parlé. On leur raconte cette histoire, parce que cette histoire, maintenant, tout le monde la connaît. Bon, ils n'ont pas beaucoup d'argent, alors ils dorment dans la grange, et puis le matin, pour repartir, ils n'ont même pas de quoi se prendre un déjeuner. Ils partent le ventre vide. On leur a déconseillé de passer par le carrefour du coffre maudit. Trop dangereux. Mais eux, ils sont jeunes, forts, ils se disent pourquoi pas. Eh bien, ils passent par ce carrefour. Et au moment où ils arrivent à cet endroit précis, le plus jeune Yvon a une envie pressante. Alors il dit aux 2 autres, attendez-moi, je rentre dans les sous-bois. Il le fait. 2 minutes après, il crie, hey les gars, venez voir ce que j'ai trouvé. Les 2 autres se précipitent, ils trouvent Yvon les braies sur les chaussures, les fesses à l'air, qui leur montre un morceau de bois avec du métal qui sort de terre. Les 3 hommes s'approchent, dégagent le morceau de bois, c'est le couvercle d'un coffre. Ils prennent des pierres, ils cassent les ferrures, ils ouvrent le coffre, il est plein, à ras-bord, ils sont riches. Alors ils se mettent à danser et à chanter autour du coffre. Et vous savez ce que c'est? Les émotions. Ça ouvre l'appétit. Alors le plus jeune, Yvon dit, hé les gars, je vais retourner à Baden pour chercher des galettes et un pot de cidre. J'ai vu une vieille femme qui en fabrique. Vous n'avez qu'à rester ici et quand je reviens, on partage le contenu du coffre en 3 parts égales. Les 2 autres, Loïc et Pierrick, disent oui, pas de problème. Et voilà Yvon qui part vers Baden. Mais en chemin, il réfléchit. Il se dit, partager le contenu du coffre en 3, c'est bien, mais avoir tout pour moi, ça serait encore mieux. Alors il échafaude un plan. Il arrive à Baden. Il va chez la mère Madeleine là, qui fabrique des crêpes et qui vend du cidre. Il achète 12 crêpes, un pichet de cidre, et puis il se rend chez une sorte d'apothicaire qui vend des poudres, vous savez, pour combattre les nuisibles, des mororats, de l'arsenic, des choses comme ça.
Il en verse un peu dans le pichet de cidre. Il remue avec un petit morceau de bois, il rebouche le pichet et il reprend le chemin vers le carrefour du coffre maudit. Pendant ce temps-là, Loïc et Pierrick sont tous les deux autour du coffre. Eux aussi commencent à réfléchir. Ils se disent, mais pourquoi partager le contenu de ce coffre en 3 alors qu'on pourrait se le partager en 2? Alors eux aussi échafaudent un plan. Et quand Yvon arrive, avec ses galettes et son pot de cidre, il ne trouve que Loïc devant lui. Il pose son pot de cidre et ses galettes, il dit, mais où est Pierrick? Ah, Pierrick, il a trouvé un autre trésor, là-bas, sous le chêne. Alors il se précipite, Yvon. Mais sous le chêne, il n'y a rien. Par contre, sur la première branche, il y a Pierrick avec une énorme pierre plate. Et il la fait tomber et il fracasse le crâne du pauvre Yvon, raide mort. Il redescend de son arbre, il se précipite voir son copain et il dit, ça y est, le coffre est pour nous, on va fêter ça. Ils ont tout mangé, ils ont tout bu. 1 heure après, autour du coffre, il y avait 3 cadavres supplémentaires. Jamais le carrefour n'a aussi bien porté son nom. Alors si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez aller chercher du côté du marais de Penentoul ce coffre, vous pourrez peut-être le trouver. Mais méfiez-vous, le partage, lui, sera délicat. Merci. Que de noms, malheureusement. On parle d'une jolie fille qui est si belle qu'elle a charmé un marié. Et l'histoire se termine mal. C'est là où il y a les petits... Yann, je vais vous raconter l'histoire de Yann. Dans les contes, il y a beaucoup de Yann, parce que c'est facile des Yann. Puis je vais vous dire un truc, mon mari s'appelle Yann, alors comme ça c'est réglé. Yann, depuis qu'il est haut comme 3 pommes, quand il voit les ailes du moulin tourner, il n'a qu'une envie, c'est d'être garçon meunier. Et ben maintenant ça y est, il travaille au moulin, il est garçon meunier. Oh le meunier il n'est pas facile. Hein. Mais Yann il aime le chant des ailes. Les ailes elles chantent quand elles tournent avec le vent. Et puis les grains, mettre les mains dans les grains. Oh, c'est doux, c'est agréable, c'est chaud. Et les meules qui tournent. Et puis les femmes qui viennent au moulin. Les hommes, les enfants, ils ont toujours quelque chose à raconter. Il aime ça, Yann, il aime le travail au moulin. Il l'aime d'autant plus que la dernière noce, là, au village, il a rencontré Juliette. Oh, Juliette. Oh, Juliette. Le sourire de Juliette. Juliette, ça y est, elle lui a même offert un mouchoir brodé qu'il a là contre son cœur. Dès qu'il peut, il va la voir, sa Juliette. Hein. Mais Juliette, c'est la fille de l'aubergiste. Mais quand il descend de son moulin, eh ben, on dirait qu'elle le sait, Juliette, parce qu'elle est là. Elle est là, à côté de l'auberge, sur le petit chemin là qui longe l'auberge. Elle l'attend. Qu'est-ce qu'ils s'aiment, Yann et Juliette. Ben, Yann, il se dit que il faut qu'il la marie, quoi. Hein. Il ne peut pas aller demander lui-même la main de la Juliette, alors il demande à son ami. Je vais aller demander pour moi la main de la Juliette. Quand son copain, il s'est habillé de beau. Il est descendu et Yann l'a vu partir là du moulin. Il descendait pour demander la main de la Juliette. Yann, il était heureux. Ma Juliette, je vais la voir, ma Juliette. Elle sera à moi. Et puis quand son copain est remonté, il avait la tête basse, les épaules lourdes, le dos rond. Il marchait d'un pas. Il traînait les pieds, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, le père de Juliette. Tu sais, il tient l'auberge, il est aubergiste. Il m'a dit que jamais il donnerait sa Juliette à un garçon meunier, un bois sans soif, un coureur de jupon. C'est pas la peine, la Juliette, tu ne l'auras pas. Ne cherche pas, tu ne l'auras pas. De ce jour-là, les ailes du moulin ont grincé. Puis les sacs de grains étaient trop lourds, et puis la farine qui rentrait partout, et puis tous ces gens qui venaient parler autour du moulin. De ce jour, garçon meunier, c'était pas ça, quoi. Puis un jour, Yann, il s'est dit quand même, quand on veut quelque chose, hein, faut s'en donner les moyens. Ça, Juliette, il la voulait. Vous savez que dans un village à 5 lieues d'ici, il y avait une vieille qui savait tout.
Alors un jour, il a laissé le moulin, il a fait son baluchon, il est allé voir la vieille. Ah, je l'ai suivi, hein, je voulais savoir ce qu'il allait faire, hein. Mais il marchait d'un bon pas, hein. Il est arrivé, là, devant chez la vieille, il est rentré chez la vieille, ben, je suis restée à la porte. Je sais absolument pas ce qu'ils se sont dit. Il est sorti, oh, il marchait la tête haute d'un bon pas, il avait l'air heureux, alors je l'ai suivi. Il est allé au village. Il est allé chez sa mère. Mais moi, je marche pas aussi vite que lui, quoi. Alors, je n'ai pas pu rentrer, je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Je me suis assise sur le muret, puis j'ai attendu qu'il sorte de la maison de sa mère. Ben Yann, il n'est pas sorti, dites donc. Rien. Par contre, il y a une jeune fille qui est sortie. Elle avait un tablier brodé, une jolie coiffe. Elle était belle comme un cœur. Elle marchait d'un bon pas et elle est allée à l'auberge. Alors là, je l'ai suivie. L'aubergiste a reçu la jeune fille. Hein. Elle était belle, elle était jolie, elle était mignonne. Hein. Vous avez besoin de quelque chose, mademoiselle? Une chambre? Un repas? Installez-vous, je vais vous préparer un repas. Oh non, j'ai pas faim. Je me suis égarée, j'aurais dû rentrer à la maison, je me suis perdue, je suis fatiguée, je voudrais me reposer. On va vous préparer notre plus belle chambre. Oh, c'est que, voyez, c'est que je peux pas dormir seule. Ah, ça tombe bien. Parce que ma Juliette, ça fait 8 jours qu'elle n'a pas le droit de sortir, qu'elle est enfermée dans sa chambre. Elle sera contente d'avoir une compagne. Ma Juliette. Juliette, descends. Il y a une jeune fille qui va te tenir compagnie. Juliette est descendue. La jeune fille est montée avec elle à sa chambre. Le soir est tombé, la nuit a passé. Je ne suis pas rentrée dans la chambre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et quand la Juliette est descendue le matin, quand a accompagné la jeune fille pour sortir, elle l'a saluée, elle lui a dit à bientôt. À bientôt. Ah. La jeune fille, elle est rentrée chez sa mère, la mère de Yann. Ben, c'est pas la elle qui est ressortie de la maison de la mère de Yann, c'est Yann qui est sorti de la maison. D'un bon pas, il marchait, il était fier, il était content. Il est allé à l'auberge. Il a frappé, l'aubergiste lui a dit non, tu rentres pas. Je ne donnerai pas ma fille à un bois sans soif, à un coureur de jupons, à un garçon meunier, à un moins que rien. Tu ne l'auras pas, ma Juliette. Ah bon? Ah ben dites donc, demandez donc à Juliette. Qui a dormi avec elle cette nuit? Hein? Avec qui a-t-elle passé la nuit? Appelez Juliette. Juliette est descendue. Elle est rentrée tout de suite, elle a vu le Yann, elle est tombée dans ses bras. Eh ben, je vais vous dire un truc, hein, on les a mariés. Hein. On était obligés, de toute façon. On ne peut pas faire autrement. Hein. On les a mariés. Il paraît qu'ils ont été très heureux. Et ils ont pris l'auberge. Et il paraît que l'auberge était très bonne à déjeuner. Mais j'ai jamais déjeuné, donc je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Bien, merci. Ben, on va terminer notre belle balade là. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Ah oui.